Ils ont pour mission informer et accompagner le peuple dans son quotidien. Et cela dans les règles de l'art et dans la dignité. Et depuis, ils se battent jour et nuit sans repos, au péril de leur vie, avec pour seul objectif servir. Radio Guinée émettant de Conakry, voici RTG Midi, notre première grande édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. RTG Midi, les titres du journal. Le transfèrement des restes du Waliou Tcherno Aliou Ndiaye du cimetière de Fotoba au village Gomba dans Kindia est accepté par le gouvernement. L'annonce a été faite à l'occasion de la célébration de l'an 106 du décès de l'érudit. Notre reporter Mamadou Adamabari ouvre son carnet sur l'histoire du Waliou de Gomba. C'est dans cette édition de 12h45. Des incidents ont éclaté hier à Kankan entre les fidèles de l'église et les populations de Dabadou. Les deux camps se disputent le domaine de l'ancienne école normale d'instituteurs de Dabadou. Le préfet de Kankan, Aziz Diop, sera dans l'édition de 12h45 pour des précisions. Ivoiriens et Burkinabés autour d'une table à Ouagadougou ce samedi pour évaluer la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre les deux voisins. C'est la première fois que le comité de suivi et d'évaluation se réunit depuis la signature du traité en 2008. En Birmanie, les électeurs se rendent aux urnes ce samedi pour des élections législatives partielles dans 19 circonscriptions. Il s'agit notamment des sièges non pourvus en raison de l'instabilité politique de certaines circonscriptions. Voilà, mesdames, messieurs, le sommaire de cette édition d'information sur Radio Guinée. Assata Kondé est au commande technique, micro Ousmane Silla. Toute l'équipe, mesdames, messieurs, vous souhaite la bienvenue dans cette édition. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour à tous. La Commission nationale de réflexion sur l'éducation a eu un entretien hier vendredi à l'IRAP avec les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Cette rencontre avait pour but de présenter aux cadres et partenaires sociaux du préuniversitaire le résumé des travaux effectués sur l'éducation guinéenne pendant un an. Mamadi Sidiki Kamara. Le rapport synthèse dont il s'agit n'est pas une œuvre refermée sur elle-même. C'est du moins ce que pense la première vice-présidente de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation, Madame Kamara Adamassou. C'est des propositions que nous avons faites. Il faut aller vers tous les ministères en charge de l'éducation pour leur permettre de réagir par rapport aux documents. Parce que c'est eux les techniciens du système. Et vous verrez même que le document est au niveau des sites web et des réseaux sociaux. C'est pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur de la Guinée aussi de réagir par rapport à ce document. Parce que la problématique de l'éducation en Guinée, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que chacun arrive à dire son mot pour l'amélioration du système éducatif guinéen. En tout cas, du cloisonnement intra- et intersectoriel à l'isolement par rapport aux acteurs des milieux professionnels dans les organes de gouvernance et de pilotage, tout a été, dit-on, passé au peigne fin pour trouver des remèdes au mal qui ronge le système éducatif guinéen. À la réception de ce rapport synthèse, le ministre en charge du préuniversitaire est prêt à le partager avec ses collaborateurs. Ibrahim Khalil Konaté. On a mis le document à ma disposition. Nous allons le partager avec l'intersyndicale de l'éducation, les parents d'élèves. Chacun aura l'opportunité de se prononcer sur le contenu de ce document. Moi, c'est déjà acquis parce que les personnalités qui ont travaillé sur ce document pendant un an, nous les connaissons par leur moralité et par leur formation et le temps qu'ils ont mis au service de l'enseignement préuniversitaire. Une fois donc analysé et amendé, ce document sur l'éducation guinéenne pourrait revenir à la Commission pour des dernières retouches
avant d'être remis au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Des incidents ont été signalés hier vendredi matin à Kankan entre les fidèles de l'église et les populations de Dabadou. Les deux parties se disputent les domaines de l'ancienne école normale d'instituteurs de Dabadou. Selon nos informations, les chrétiens étaient allés nettoyer les lieux dotés d'une chapelle afin d'y reprendre des prières, ce qui n'a pas été accepté par les populations de la localité. Une version confirmée par le préfet Aziz Diop de Kankan qui s'est rendu sur les lieux. Il sera l'invité du journal en fin d'édition. Lancement officiel hier vendredi du partenariat de recherche sur les vaccins contre Ebola Prévac en Guinée. En abrégé, la cérémonie a eu lieu au siège du Prévac à Landria dans la commune de Dixine, ici à Conakry. C'était en présence des partenaires, des élus locaux et de certains imams. Le vaccin qui est en essai est à sa deuxième phase en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Amadou Lamadialo. Cet essai clinique qui est à sa deuxième phase vise à évaluer 3 stratégies vaccinales pour protéger les personnes de la maladie à virus Ebola. Plus de 2000 personnes sont ciblées en Guinée et la vaccination est volontaire. Dr Abdul Habib Biavougui est investigateur principal de l'essai clinique Prévac en Guinée. Nous menons actuellement un essai vaccinal de phase 2 sous l'égide d'un consortium international dénommé Prévac, qui veut dire partenariat de recherche sur les vaccins contre Ebola. Nous avons besoin de plus de 5000 participants. La vaccination est totalement volontaire. Ceux qui peuvent être vaccinés, c'est les enfants âgés d'1 an et plus, jusqu'aux personnes adultes. Mais ce sera des personnes qui n'ont jamais fait Ebola. L'essai clinique mené en Guinée est parrainé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en partenariat avec l'Alliance pour l'action médicale internationale ALIMA. Alexandre Kouache est médecin d'études cliniques à l'INSERM. L'Institut national français pour la santé et la recherche médicale s'est positionné depuis déjà décembre 2014 aux côtés du gouvernement guinéen pour faire avancer la recherche dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. C'est donc au moment où l'épidémie faisait rage que cet effort commun a commencé. Pourquoi ? Parce que c'est dans les moments où les moyens sont limités que la recherche prend tout son sens. C'est dans ces moments que la recherche est là pour nous aider à trouver des nouvelles solutions pour nous défendre et défendre nos familles contre la maladie. L'essai Prévac évaluera la rapidité, l'intensité et la durée des réactions immunitaires générées par les différentes stratégies de vaccination contre d'éventuelles épidémies à virus Ebola. Les cadres du ministère de l'Environnement étaient vendredi face au Premier ministre et les partenaires techniques et financiers. L'objectif était de restituer les recommandations de la COP22 tenue en décembre dernier au Maroc. Une rencontre qui a permis de capitaliser les engagements des États lors de la COP21 à Paris en 2015. Selon professeur Sali Kamara, coordonnateur du programme Environnement et Développement durable, la COP22 a permis à la Guinée pour la première fois de présenter un stand pour donner une visibilité au pays. On va l'écouter. La COP22, pour une des rares fois, la Guinée a présenté un stand. Ce stand-là a permis d'avoir une visibilité sur la Guinée. On a aussi présenté certains articles de l'artisanat guinéen. Le stand a été visité par Mme Ségolène Royal, présidente de la COP21. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec les institutions internationales, la FAO pour les opportunités de financement dans le cadre de nos forêts. Dans le cadre des interventions, nous avons eu nous-mêmes à faire une intervention sur la gestion durable des ressources en eau, notamment sur le fleuve Niger, très menacé. La Guinée est un pays éligible au fonds vert. Au niveau de la COP22, il a été dit que les pays en voie de développement peuvent bénéficier de 300 000 $ dans le cadre de la préparation pour le fonds vert. La Guinée déjà est sur la bonne voie. Nous sommes en train de préparer un projet de 50 millions de $ qui permettra d'élaborer des projets d'adaptation et de résilience de la zone côtière face au changement climatique. Justement, la Guinée s'était engagée, entre autres, à reboiser 10 000 hectares chaque année et à diffuser plus d'1 million de foyers améliorés d'ici à 2030 pour minimiser les impacts du changement climatique. Professeur Sali Kabara fait l'état des lieux de ces engagements. Ces propos ont été recueillis par Oumar Bari. Je suis heureux de vous annoncer qu'à partir de janvier 2016 aussi, la Guinée a lancé un projet dit marché de biogaz. C'est la valorisation des résidus organiques
pour produire l'énergie pour le chauffage. Il y a 2000 biodigesteurs qui sont prévus sur l'étendue du territoire. Nous avons lancé un autre projet qui rentre dans le même cadre. C'est le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes de la Haute-Guinée avec un montant de 8 millions de dollars qui va s'occuper des activités agro-silvo-pastorales au niveau du bassin du Haut-Niger. Bref, la Guinée est en train de prendre de l'élan. Nous pensons que nous serons au rendez-vous du bilan. Nous avons dit que nous avons réduit les émissions de 13% qui sont presque nulles parce que nous absorbons 4 à 5 fois plus que nous émettons. Pendant, nous avons pris l'engagement de réduire. Cela se fera par la promotion des énergies renouvelables. Il y a 4 micro-projets qui seront financés très bientôt au compte de ce grand projet d'appui aux énergies renouvelables en Guinée. Sans compter que le grand barrage de Soapeti est déjà lancé. Le pari d'obtenir 1650 MW d'hydroélectricité d'ici 2030 pourrait être obtenu. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Autre actualité nationale, des présumés trafiquants de drogue et un homme en tenue militaire sont arrêtés par des agents du secrétariat général à la présidence chargés des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Présenté hier vendredi à la presse, les présumés trafiquants ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Colonel Moussa Tchebro Kamara rassure qu'ils seront traduits devant la justice. Djayabari. 1,80 kg de cocaïne et 342 kg de chanvre indien. Ce sont là les quantités saisies par les agents du secrétariat général de la présidence chargés des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Le présumé trafiquant de cocaïne est un jeune Nigérian en provenance du Brésil où il aurait ingéré les 56 boules de cocaïne. Quant aux 342 kg de chanvre indien, ils ont été saisis sur un couple qui réside à Frigadi dans la sous-préfecture de Mania d'Ankoya. Des précisions avec le directeur central de l'office antidrogue, lieutenant-colonel Faremba Kamara. Le premier élément, il s'agit de la saisie de 342 kg de cannabis sur un couple résidant à Frigadi dans la commune urbaine de Koya. Le deuxième élément, il s'agit d'un trafic international de cocaïne par ingestion sur un Nigérien. Devant le service antidrogue, les présumés trafiquants ont tous reconnu les faits. Chijoke Victor Ogbodo est le présumé trafiquant de cocaïne. Il dit que quand il est venu à l'aéroport la Guinée, lui qui est venu le rejoindre, lui, c'est pas le intéressé, c'est une autre personne qui est venue le rejoindre. Donc quand on est venu le rejoindre, maintenant on a attrapé lui, on a mis lui à côté. On a dit à lui qu'il attend. On a envoyé lui jusqu'à Terminal 1, l'aéroport là-bas. On a dit à lui pour rester dedans là-bas. Il a dit à les gens pour arranger le problème là-bas. On a dit que non, le problème ne s'arrange pas là-bas. Il a dit que c'est pour lui. Il a dit qu'il a avalé ça dans sa vente. Il dit qu'il vient du Brésil. À ces saisies de drogue s'ajoute aussi l'arrestation d'un jeune en tenue militaire qui, selon les agents de la direction centrale antidrogue, s'est fait passer pour un de leurs. Colonel Moussa Tcheboro Kamara accuse le nommé Touré Mohamed de diffamation de caractère aux forces de défense guinéennes. Le jeune Touré s'est défendu en disant que c'est par amour qu'il portait la tenue militaire. La requête des habitants du Grand Gomba dans la préfecture de Kindia pour le transfert des restes du Waliou Tcherno Aliou Ndiaye du cimetière de Fotoba au village de Gomba est acceptée par le gouvernement. L'annonce a été faite à l'occasion de la célébration de l'anniversaire des 106 ans du décès de l'érudit le 30 mars 1911. Le Waliou de Gomba est une des figures emblématiques de la promotion de la culture islamique en Guinée entre le 19e et le début du 20e siècle. Le Waliou de Gomba, son histoire, c'est dans ce reportage que nous propose Mamadou Adamabari. C'est à l'école de l'érudit Tcherno Mamadou Samba Mombeya que Tcherno Aliou Ndiaye a fait ses études coraniques, raconte l'âge Mamadou Aliou Sissavani, un de ses arrière-petits-fils. Il est né dans un petit foulasso de Mombeya qui s'appelle Tunkara. Il a fréquenté l'école de Tcherno Mamadou Samba Mombeya. Il est rentré dans le groupe de ce qu'on appelle les Hubu, c'est-à-dire les dissidents, ceux qui n'acceptaient pas la discipline du Waliou, c'est autant de Alma Mémoire, l'histoire de lever les impôts, l'histoire de gérer un peu. Donc Tcherno Mamadou Samba Mombeya était en perpétuelle difficulté avec les Allemands. Alors, il a fallu disloquer cette école. Le comportement du monarque d'alors est jugé inacceptable pour la plupart des talibés du Waliou de Mombeya. La suite de l'histoire avec El Hadj Mamadou Aliou Sissavani. Mamadou Samba lui a indiqué, comme tout un chacun parmi ses élèves, toi tu dois aller par ici, toi, enfin il leur a montré les directives, il a fait la répartition. Le nôtre là, il lui a dit, il faut aller, comme on dit en Poulard, on dit à Landa, c'est-à-dire ça, c'est pour la mer.
Le message d'orientation reçu par le talibé Thierno Aliou Ndiaye est rappelé ici par son arrière-petit-fils. Tu viens à Kindia, il y a le shérif de Wondima là-bas, et de là-bas tu vas à Demoukouluma, où un autre shérif, et de là-bas tu vas chez Thierno Alimou, ça c'est dans le Kébou, à Telmele. Et de là il y a un jeune là-bas, qui s'appelle Ibrahima, il faut le prendre. C'est celui-là qui fera ton affaire. Une fois à destination, Thierno Aliou Ndiaye fonde le village Gomba Missidé. Grande cérémonie de prière et de bénédiction hier dans la cité d'Alumine Afria, des prières formulées par le calife El Hadj Mokhtar Amin Doumbouya pour la paix, la cohésion sociale et pour la prospérité de la Guinée. Plusieurs chefs religieux de la Basse-Côte ont pris part à la cérémonie. Morlaye Souma. Au cours de ce rendez-vous, qui est à sa 6e édition, des prières et bénédictions ont été formulées par le calife El Hadj Mokhtar Amin Doumbouya pour la stabilité, l'acceptation et le pardon entre tous les Guinéens. On fait un an de lecture. À chaque jeudi, on a une chiffre à retenir dans nos prières divines. Dans l'année, à tous les vendredis, je fais une grande prière pour le pays et pour les fidèles musulmans. Et que nous allons proposer une sacrifice aussi divine qui accompagne nos prières, nos doléances tout près de Allah, qui est le grand défenseur. Et mon message, c'est pour assurer la paix au cœur des Guinéens. Sans la paix, il n'y a pas de vie. Sans la paix, il n'y a rien. Et tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas de paix, et ce qu'il n'y a pas de vie. Sans l'harmonie, il n'y a pas de vie. Sans l'harmonie, il n'y a pas de l'islam. L'islam, c'est pardon et l'harmonie entre les fils de ce pays. Le calife El Hadj Mokhtar Amin Doumbouya est une personnalité religieuse qui organise des cérémonies de prière, de bénédiction et de sacrifice à son domicile à Tigué de Fria pour la stabilité et le bonheur dans le pays. L'initiative est saluée par le secrétaire général aux affaires religieuses El Hadj Abdelkarim Diobaté. La mobilisation de quelques enfants à bas âge qui ont participé à la lecture du Saint-Coran et à l'interprétation par l'école que El Hadj Doumbouya lui-même a fondée ici à Fria. Je lance un appel à tous les fidèles musulmans de se donner la main pour que ce pays-là avance. Les participants à la cérémonie ont visité le centre de lecture du Saint-Coran construit par le calife El Hadj Mokhtar Amin Doumbouya en 2016 en faveur des jeunes. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Il est exactement 13h passées de 3 minutes sur Radio Guinée. Actualité africaine internationale en télégramme. Tout d'abord en Gambie, une association pour les victimes de la dictature de l'ancien président Yahya Jammeh vient d'être créée à Banjul, la capitale. Le comité pour les victimes des atrocités de l'ancien président regroupe des proches ayant perdu un frère, une mère et un mari. Les familles des victimes souhaitent mettre la pression sur le nouveau gouvernement d'Adama Barrow pour obtenir la justice. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont procédé ce matin à l'évaluation de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Depuis sa date de signature en 2008, c'est la première fois que le comité de suivi et d'évaluation se réunit. Les deux pays ont convenu de renforcer la lutte contre le terrorisme et d'œuvrer à réduire les nombreuses tracasseries policières entre Ouagadougou et Abidjan. En RDC, le mandat de la MONUSCO a été renouvelé ce 1er avril avec une légère réduction des effectifs de la troupe. L'ONU a adopté à l'unanimité le renouvellement pour 1 an du mandat de la MONUSCO après des négociations très ardues. Selon le représentant français François Delattre, la menace du président Trump de couper les effectifs et les budgets n'a pas été exécutée. Paris a réussi à maintenir un nombre de troupes quasi identique dans le pays. Toujours en République démocratique du Congo, l'Église catholique se dit inquiète de la situation dans les Kasaï. C'est suite à l'usage excessif de la force pour répondre à la rébellion du Koumouniaï Mfou, un chef coutumier tué en août dernier dans les Kasaï. Selon un communiqué conjoint, la conférence épiscopale du Congo et le nonce apostolique dénonce le recours à la force au détriment d'une approche politique et de dialogue pour résoudre le conflit dans les Kasaï.
Hors du continent au Paraguay, violente manifestation contre une révision du mandat présidentiel. Le Sénat a voté à huis clos hier la possibilité pour le président Horacio Cartes, au pouvoir depuis 2013, de briguer un nouveau mandat à la présidentielle de 2018. Des manifestants opposés au projet d'aménagement de la Constitution ont violemment occupé le Congrès hier. Ils se sont heurtés à la police. Une trentaine de personnes ont été blessées, dont plusieurs parlementaires. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro appelle le tribunal suprême de justice à revoir ses décisions. Cette haute autorité judiciaire du pays vient de lever l'immunité parlementaire des députés avant de s'attribuer les prérogatives de l'Assemblée nationale. En Birmanie, les électeurs se rendent aux urnes ce samedi pour des élections législatives partielles dans 19 circonscriptions. Il s'agit de pourvoir les sièges laissés vacants par les députés entrés au gouvernement, mais aussi quelques sièges non pourvus en 2015 en raison de l'instabilité politique dans certaines circonscriptions. Au Bangladesh, 3 personnes ont trouvé la mort ce matin dans un assaut de la police contre des militants islamistes. Il s'agit de 2 hommes et d'une femme qui faisaient partie d'une nouvelle faction du groupe extrémiste que le gouvernement rend responsable d'une série d'attentats contre les étrangers et des membres des minorités religieuses. 4 personnes soupçonnées d'avoir organisé un lucratif réseau d'immigration clandestine entre le Sénégal et la France ont été mises en examen hier vendredi à Paris. 3 personnes ont été écrouillées et la 4e placée sous contrôle judiciaire. Parmi ces personnes figure un Sénégalais. Sport.